Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Select News donc autour du Tokyo Game Show. Donc je voulais faire une espèce de petit bilan. Alors quand je dis Tokyo Game Show, c'est aussi un petit peu ce qu'il y a eu autour du Tokyo Game Show, c'est-à-dire que des fois il y a eu des trucs un petit peu avant qui ont été annoncés, des trucs un tout petit peu après ou ouais je crois que c'était après, enfin bon bref, c'est autour du Tokyo Game Show qu'on va dire. Donc, je voulais faire cette petite vidéo un petit peu comme j'ai fait pour le 3 entre guillemets, donc j'avais pas fait d'attente parce que en fait le Tokyo Game Show au fur et à mesure des années il y a de moins en moins de grosses annonces ou de trucs particuliers. Donc du coup je voyais pas trop l'intérêt de refaire une vidéo d'attente comme le 3 si ce n'est je veux voir la même chose qu'à le 3 en fait. Donc je trouvais ça un peu con de faire ça, c'est pour ça que j'ai préféré rien faire et attendre tout simplement la fin pour faire un petit bilan de tout ça. Alors par contre c'est vrai que c'est dommage, je m'attendais quand même à un truc, c'était de voir le remake de Final Fantasy VII. Et là c'est vrai qu'on voit rien du tout, ils en parlent absolument pas. Donc c'est vrai que bon, il y avait eu des news plusieurs mois auparavant où ils disaient qu'ils avaient repris le projet de à zéro. Mais c'est vrai que bon, en général quand les gens ils disent ça, c'est pas forcément pour argent comptant quand ils disent que c'est repartent à zéro. Des fois ils gardent quand même le moteur de jeu, les environnements. Et c'est juste qu'ils revoient peut-être un peu la trame scénaristique ou certains rendus de personnages, des choses comme ça. Enfin moi je m'attendais plus à ça. Et puis c'est vrai que des fois il y a les déformations des journalistes ou les problèmes de traduction qui fait que des fois ils simplifient certaines choses alors que c'est pas non plus un retour à zéro quoi. Mais pour le coup vu qu'on voit rien du tout et vu qu'ils communiquent pas du tout dessus, on peut vraiment avoir, vraiment se dire que pour le coup ils partent vraiment de zéro. Ce qui est un petit peu dommage parce que ce qu'ils avaient montré il y a quelques années, quand on les voyait, on voyait un peu de gameplay et tout, ça semblait vraiment pas mal, je trouve à l'époque. Bon, je crois que le framerate n'était pas trop au rendez-vous, c'était pas très fluide, mais en même temps c'était en développement, donc à partir du moment où c'est en développement, si ça rame un peu, c'est excusable qu'on n'est pas encore au bout. Mais ouais, c'est bizarre, de ce côté-là, on n'a vraiment rien eu du tout, donc j'espère qu'il sortira un jour quand même, ça je pense qu'on peut pas trop se faire de soucis. Mais est-ce qu'il va sortir pour la PlayStation 4 ou la PlayStation 5 ou un autre nom, je sais pas s'ils l'appelleront 5, on verra d'ici là. Mais là, vu comme c'est parti, si vraiment il sort parti de zéro comme ils disent, faut s'attendre à au moins 3 ans de développement je pense, donc ça serait pas avant... 2021 quoi. Donc ça paraît très très long. Enfin j'espère en tout cas que c'est pas. Ils vont pas en arriver là. Mais bon on verra en tout cas comment ils gèrent ça. Donc voilà un petit peu pour le FF7. Après le reste j'avoue j'avais pas particulièrement d'attente parce que comme je vous ai dit c'est vraiment un salon où il y a de moins en moins d'annonces. Donc bon il y a des trucs que j'avais quand même envie de voir mais de grosses attentes en tout cas non. Par contre on a eu des petites surprises du coup parce que il y a eu le PlayStation Line-Up, donc ça c'était avant le Tokyo Game Show, je crois que c'était à peu près une semaine avant il me semble, un truc comme ça, c'était une espèce de mini conférence où ils faisaient des annonces, ils montraient les différents jeux qui seraient visibles entre guillemets au Tokyo Game Show. Et là il y a eu l'annonce d'un nouveau jeu, alors c'est le studio Ryuga Gotoku donc, qui est derrière les Yakuza en fait. Ils avaient déjà dit quelques mois auparavant qu'ils étaient sur un nouveau jeu, qu'ils allaient bientôt l'annoncer. Et moi je vous avoue, je m'attendais à un Yakuza 7, puisque c'est vrai que beaucoup de gens en parlent. Et c'est vu qu'ils avaient présenté le nouveau personnage, bon même si apparemment il sera aussi dans Yakuza Online, mais voilà, tu te dis, s'ils présentent le nouveau héros qui remplacera Kazuma Kiryu, tu te dis techniquement le 7 il va pas tarder à venir. Et ils l'ont pas annoncé, alors ça veut pas dire qu'ils travaillent pas dessus, même si j'en sais rien en soi, mais je pense. Mais du coup, ouais, ils l'ont pas annoncé. Et en fait, ils ont annoncé un autre jeu qui s'appelle... alors c'est Judge Eyes au Japon et Project Judge en Occident. Mais je sais pas si c'est un nom définitif, de ce que j'ai compris, c'est un nom provisoire, donc c'est possible qu'ils changent de nom. Et en fait, bon, on va pas se mentir, pour ceux qui jouent au Yakuza, ils ont repéré le truc direct, on peut limite dire tout simplement que c'est un spin-off de Yakuza, parce qu'en fait, le délire en gros c'est que là cette fois on n'incarne pas un Yakuza ou un ex-Yakuza, c'est qu'on incarne en fait un espèce de détective, un avocat, mais je crois qu'il a dû se faire virer ou un truc comme ça, et maintenant il est détective, c'est un délire comme ça je crois. Et du coup en fait il y aura pas mal d'enquêtes à faire, prendre des photos et tout, suivre des gens, faire la filature, il y a même du drone apparemment, du coup espionner les gens, encore une fois prendre des photos et tout. Donc ça a l'air d'être vraiment sympa, c'est plus axé enquête et tout.
Néanmoins, il y a quand même du combat et tout, hein, de ce qu'on a vu, ça reprend le système de combat qu'on a vu dans Yakuza 6 ou Kiwami 2, en fait, ça utilise le même moteur graphique, c'est le Dragon Engine, donc c'est le même moteur de jeu, même les interfaces, tu revois le même truc, en vrai, ça pourrait s'appeler Yakuza, et derrière un nom particulier pour faire genre c'est un spin-off de Yakuza, quoi. Donc ils ont changé de nom s'ils veulent, mais en vrai, c'est un Yakuza déguisé. Mais en tout cas, il a l'air d'être vraiment pas mal, ça change vraiment par rapport aux autres, puisque vraiment toute la dimension enquête, ça peut vraiment être cool. Enfin, il y a vraiment le côté policier et tout, donc ça peut vraiment être sympa. Donc j'attends d'en voir plus, mais en tout cas, de ce qu'on a vu pour l'instant, ça a l'air d'être vraiment sympa. Et en plus, le jeu, il sort en fin d'année au Japon. Et nous, c'est début 2019, je crois. Enfin, je crois que c'est début 2019. Enfin, en tout cas, c'est en 2019, c'est sûr. Donc il sortira assez rapidement, et vu que ça n'a pas le même nom, peut-être, on ne sait jamais, qu'ils vont faire une localisation, c'est-à-dire le sous-titrer en français. Donc ça serait une très bonne chose. Et ouais, le petit détail que j'ai oublié de dire, même si j'ai dit que c'était plus ou moins un spin-off de Yakuza, c'est que ça se passe à Kamurocho en fait. Donc ça se passe dans les mêmes décors que Yakuza 6 ou Kiwami 2, entre guillemets. Donc vraiment, le côté spin-off, peut-être qu'il y aura même des connexions avec les Yakuza, peut-être qu'on va avoir des gens qu'on connaît... des personnages qu'on connaît bien de la licence, ou peut-être des liens, enfin je sais pas, voir le clan Tojo en action, puisque ça se passe à Kamurocho, forcément le clan Tojo c'est un petit peu là où il est installé, quoi. Donc ouais, ça sera assez marrant de voir des petits easter eggs comme ça, ou coopérer avec des mecs qu'on connaît justement dans la licence Yakuza, ça serait vraiment cool en tout cas. Donc voilà pour ce jeu là. Donc ça, je vous avoue, je m'attendais pas du tout à un jeu comme ça, donc c'était la petite surprise on va dire. Alors ensuite, alors côté Nintendo, j'ai noté un truc, c'est vrai que ça c'est plutôt sympa. Alors ils vont mettre pas mal de Final Fantasy dessus, alors je sais plus combien il y en a, mais il y avait toute une liste. Je sais qu'il y avait le 7, le 9, je sais pas s'il y avait le 10, il y avait le 12 en tout cas. Peut-être d'autres épisodes antérieurs, encore genre 5-6, j'en sais rien, je sais plus. Je sais qu'il n'y a pas le 8, enfin en tout cas j'avais vu que c'était pas marqué 8, bizarrement en fait ils ont fait un saut, genre le 8 il a pas le droit d'être là, je sais pas pourquoi. C'est assez étrange, mais ouais ça m'a étonné qu'ils aient pas foutu le 8, peut-être que le 8 est moins demandé, donc je sais pas. C'est assez étrange, mais moi surtout ce qui m'intéresse c'est le Final Fantasy XII en fait, parce que comme je vous dis, moi la Switch c'est une console qui me fait de l'œil depuis un certain temps. Bon, ça veut pas dire que je vais l'acheter encore une fois pour l'instant, mais c'est vrai qu'à l'avenir, dans plusieurs années, j'avoue que... Enfin, il n'y a pas de raison que je l'achète pas en vrai, parce que c'est vraiment une console qui est bien plaisante. Encore une fois, le concept de jouer à des jeux de salon, enfin de console de salon, où tu veux, quand tu veux, moi c'est le concept qui me fait kiffer, quoi. C'est vraiment la prolongation de la PS Vita, comme je disais dans d'autres vidéos auparavant. Et du coup, vraiment Final Fantasy XII en particulier, parce que les autres Final Fantasy, ils sont jouables sur PS Vita en fait, via l'émulateur PSP, où il y a même eu FF10 qui était sorti spécial pour la Vita, et 10.2 aussi, donc on va dire que la Vita de ce côté-là, au niveau des FF, elle est déjà bien chargée. Mais le 12 n'est pas jouable sur Vita, il n'existe pas. Et il était sorti du coup en version je sais plus, c'est The Zodiac Age. Non, je crois que c'est juste Zodiac Age, non, il me semble. Sur PlayStation 4, il était sorti. Et du coup, bah, c'était une version remasterisée. Ils avaient fait quelques améliorations au niveau des textures, forcément une meilleure résolution, etc. Il y avait aussi l'avantage du coup de la version Zodiac Age de... Je crois que c'était une version qui était sortie qu'au Japon, il me semble. Où en gros, bon, il y a certaines spécificités en plus, on peut rajouter des spécialités pour les différents personnages. On appelle ça des jobs dans le jeu, mais voilà, c'est plus des spécialisations, on peut les appeler comme ça. Et du coup, il y avait aussi une autre feature, c'était en gros, t'accélères le temps du jeu. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu fais des séquences de farm où t'enchaînes les mobs juste pour XP, bah, au lieu de prendre 3 heures à XP, bah là, vu que t'accélères le jeu, je sais plus jusqu'à combien de fois tu peux l'accélérer, mais des fois c'est super rapide. Donc techniquement, si même si tu farmes des petites merdes pour éviter de crever en combat, et bah tu peux farmer pendant 1 heure avec la vitesse accélérée, et en réalité, t'aurais dû passer 5 heures pour XP la même chose. Donc tu gagnes un temps monstrueux. Et en fait, c'est cette version-là qui va débarquer sur Switch.
Donc ça c'est vraiment le top du top, parce que souvent farmer c'est bien gentil mais ça bouffe énormément de temps quoi. Des fois tu passes à centaines d'heures de jeu sur un FF et au final en réalité t'as pas fait grand chose, c'est juste que t'as grave farmé quoi. Enfin moi c'était plus comme ça que je jouais à l'époque, j'avais dépassé les 100 heures mais j'étais loin d'avoir fini le jeu en fait. Et j'avais pas fait particulièrement grand chose, c'est juste que je me faisais chier à XP sur des mobs qui demandaient pas trop de soins, de trucs comme ça je me faisais pas chier à acheter des potions, des conneries comme ça. Ou des trucs pour se... Comment on appelle ça, je crois c'est les queues de phénix il me semble, pour se ressusciter, des choses comme ça. Et du coup je continue à XP comme ça à fond. Donc ça serait vraiment pas mal s'ils le sortent sur Switch, enfin ils ont prévu de le sortir donc... Si un jour j'ai la Switch, c'est vrai que c'est un jeu qui m'intéresse, parce qu'il y a un moment je voulais l'acheter du coup sur PlayStation 4, pour y jouer en remote play sur la PS Vita, comme d'hab, mais s'ils le sortent sur Switch, là c'est carrément mieux, parce que la PS Vita dépend de la PlayStation 4, que là la Switch, où tu veux, quand tu veux, quoi. Donc c'est vraiment cool. L'autre petit truc aussi qui a été cool, donc c'était à la fin, comme je disais tout à l'heure, ou un petit peu après le Tokyo Game Show, j'ai pas trop capté comment ils ont fait leur truc, c'était peut-être pour la clôture en gros. Il y a eu un nouveau petit trailer de Death Stranding, donc le fameux jeu d'Hideo Kojima, le prochain. Toujours aussi énigmatique, pour ceux qui se demandent ce qui va se passer encore dedans, ça reste encore très compliqué en vrai à savoir vraiment ce qui va se passer dans le jeu, enfin comment ça va jouer et tout. Bon, on a eu pas mal de choses dessus depuis, mais ça reste encore très très mystérieux. Mais par contre, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans ce trailer, c'est que donc il y a l'introduction d'un nouveau personnage avec son masque doré, et apparemment il peut invoquer en quelque sorte des créatures. Et on a l'impression que c'est le même genre de créature qui attaquait notamment Norman Reedus dans les anciens trailers en fait. Quand on les voyait pas, ils étaient transparents, mais on voyait leurs traces de pas au sol, et j'ai l'impression que c'est le même genre de créature. Alors est-ce qu'ils sont dans un espèce de monde parallèle ces créatures-là, et peuvent plus ou moins détecter les êtres humains à certains passages, et du coup est-ce que ce mec-là peut, entre guillemets, les invoquer de ce monde parallèle et les mettre dans ce monde-là, et du coup ils deviennent... visible entre guillemets aux yeux de tous, je sais pas, mais du coup ça réinterprète le truc, parce qu'au début je me suis dit je sais pas, ça se trouve moi je m'imaginais un speech du genre les êtres humains, je sais pas, ils ont accédé à une espèce de monde parallèle, un petit peu à la Beyond Two Souls quelque part, et du coup voilà, il y a des créatures de nulle part qui sont sorties, ils attaquent tout le monde, du coup l'humanité est en péril, c'est la grosse galère, ils doivent sauver des petits bébés, ils les transportent pour essayer de les sauver, enfin moi j'imaginais un petit peu le délire comme ça. Sauf que là, si tu te dis, en gros, c'est une espèce de méchant, quoi, le mec, qui invoque ce genre de créatures pour foutre sa merde, ça change complètement la dimension du truc. Donc je suis vraiment curieux de voir où ça va mener le jeu. Mais c'est très très intriguant pour le coup. Donc voilà pour ce qui est de Death Stranding. Et le dernier point que je voulais aborder, bon il n'y a pas grand chose finalement, mais là ce dernier point va être assez long, donc je vais faire une petite coupure maintenant parce que j'arrive à la fin là. Donc le dernier en fait c'est, je sais plus si c'était pendant Tokyo Game Show encore une fois ou juste avant, mais ils ont annoncé la fameuse PlayStation classique, ou on pourrait l'appeler la PlayStation Mini en fait, qui reprend tous ces principes de petites consoles mini, ils avaient fait ça pour la Mega Drive, peut-être pas la Saturn, je sais plus. Pour une Atari, je crois qu'ils avaient fait ça. Bon, ils ont fait ça évidemment du côté de chez Nintendo, parce que beaucoup ont dit ouais, ils ont copié Nintendo, mais en fait, tout ce qui est Mega Drive et tout, ils l'ont fait avant Nintendo. Donc de toute façon, ça sert à rien de dire tel a copié l'autre. Enfin, c'était obligé qu'un jour ils le fassent, ce genre de truc. Enfin, c'est vraiment le truc nostalgique qui fait kiffer les joueurs et qui se vend par centaines sans problème. Enfin, par milliers, voire par millions, quoi. Donc du coup, ouais, ils avaient fait la NES Mini et la Super NES Mini. Et donc là du coup PlayStation lance la sienne, donc un peu le même principe, du coup c'est la petite console en forme de PlayStation. Donc la PlayStation première du nom, première version entre guillemets, la grosse PlayStation, parce qu'après il y a eu la petite PS1 aussi. Moi c'est le modèle que j'ai de mon côté, donc c'est une... je préfère cette taille alors que la PlayStation, la vraie, elle est comme ça je crois à peu près. Donc c'est beaucoup moins imposant. Donc voilà, et ça reprend du coup les manettes d'origine, donc pas les versions DualShock, où ils ont rajouté notamment les vibrations dans la manette, parce qu'à l'origine il n'y avait pas de vibrations,
Et c'est pareil, il n'y avait pas les joysticks non plus, il n'y avait pas tout ce qui est joystick analogique. Donc du coup on a vraiment les manettes d'origine sur tout ça, donc ça fait bizarre parce que ça fait très longtemps que j'ai pas touché une manette d'origine comme ça, sans déconner, je pense que ça doit remonter à... Ouais, je pense 18 ans facile quoi, donc ça fait bizarre quoi, de les revoir comme ça, parce que moi je suis habitué aux bonnes vieilles DualShock quoi, avec les joysticks, tout ça quoi. Et du coup bah, ils ont annoncé qu'il y aurait 20 jeux dedans. Donc beaucoup disent que c'est pas tant que ça, mais bon en même temps je crois que chez Nintendo ils ont fait à peu près pareil il me semble de mémoire. Donc ça sera fourni avec 2 manettes. Alors par contre là où ça coince un petit peu, j'ai remarqué au niveau des commentaires des gens, c'est que bah la console est prévue pour être vendue à 100 €, ou peut-être 99,99, une connerie comme ça, on va dire 100 balles quoi. Alors que la NES, techniquement, je crois que c'était 60, et la Super NES, je sais pas si c'est le même prix, j'avais regardé il y a pas longtemps, je crois qu'elle était à 80 balles sur internet. Mais est-ce que c'est le prix conseillé, ou le prix gonflé, parce qu'ils ont tendance à faire des marges de fou sur ce genre de console, parce qu'ils savent que ça se vend bien? Je sais pas trop, mais bon, en tout cas pour la première c'était 60, là c'est 100 balles pour la PlayStation, ça fait 40 € d'écart. Bon, c'est un petit peu cher personnellement, mais en même temps, je la trouve pas si chère que ça, dans le sens où bah c'est pas les mêmes, enfin c'est pas les mêmes époques en fait. On compare souvent la NES au niveau du prix avec la PlayStation Mini, mais la NES, elle est pas sortie en 80. Chez nous, je crois que c'est en 95 qu'elle est sortie la PlayStation, peut-être 94, je sais plus. Mais ils sont pas sortis du tout à la même période. La NES c'est une console bien plus ancienne, il y a des jeux qui ont 25-30 ans, alors que la PlayStation c'est plus du 20 ans d'âge quoi pour la plupart des jeux. Donc c'est des jeux plus récents, en plus c'est des... Forcément c'est une console aussi qui demande plus de ressources, même si bon, émuler une PlayStation aujourd'hui c'est très facile, hein, avec des petits ordinateurs, il y en a beaucoup qui comparaient ça, ils disaient bah pourquoi tu prends pas un Raspberry Pi, c'est des petits ordinateurs, je crois que c'est vendu 30 ou 40 € à peu près. Et du coup, avec Linux et tout, tu peux faire un petit émulateur pour vraiment pas cher. Sauf que c'est bien de comparer avec ça. Mais ce petit émulateur pas cher, déjà, bon bah ok, il vaut son prix, c'est cool. Mais déjà, faut acheter une manette à côté, voire 2 manettes du coup, parce qu'à la base c'est vendu par 2 manettes. Donc retrouver 2 manettes de PlayStation, des officielles, lol le prix quoi, j'ai envie de dire. Et faut acheter un adaptateur USB pour le foutre là-dessus. Et si vous me sortez, oui, bah tu peux prendre ta DualShock 4, donc la manette PS4 qui peut se relier directement en USB avec un driver ou une manette Xbox, ok, mais c'est pas le feeling de la manette d'origine. Donc déjà ça, je trouve ça con. Et puis surtout, le Raspberry Pi, c'est bien les émulateurs, tout ça. Mais rappelons-nous quand même que tout ça, c'est totalement illégal. Si tu télécharges des copies de jeux comme ça, tu les possèdes pas. Enfin, même si t'as les versions boîte, en vrai, je crois que même dans le texte de loi, c'est quand même illégal de télécharger une copie. Il faut vraiment que tu fasses que des copies de tes jeux à toi, donc tu fasses les images shadées avec ton PC, et que tu les utilises du coup sur ton émulateur, et là, techniquement, t'as le droit. Mais même utiliser un émulateur, je crois pas que t'aies le droit, quoi. Enfin bref, en tout cas, c'est illégal de base de faire tout ça. Donc faut bien comprendre que la PlayStation Mini, enfin classique du coup, c'est une solution légale quoi, t'es pas hors la loi quant à ça. Donc c'est 20 jeux que t'achètes vraiment, c'est pas 20 jeux que tu télécharges illégalement. Donc c'est aussi logique que ça se tient dans le prix. Donc voilà, après au niveau des ressources de cette machine là, je sais pas ce que ça vaudra, bon, en espérant qu'il n'y a pas de problème d'émulation, que ça rame, des trucs comme ça. Donc forcément ça demandera plus de place par contre, parce que c'est vrai que la NES Mini, je crois qu'il y avait peut-être 1 giga de stockage, une connerie comme ça il me semble. Et il y avait moyen de la craquer pour pouvoir mettre plus de jeux. Mais là forcément, pour des jeux PlayStation, vu ce qu'ils ont annoncé, il y a déjà 5 jeux annoncés. Notamment Final Fantasy VII. Final Fantasy VII c'est 4 CD de mémoire. Donc en ISO, je sais pas combien ça fait, mais ça doit faire au moins 1 giga le jeu, facile. Donc vous imaginez bien que 20 jeux de PlayStation, ça pèse pas du tout le même poids que des jeux NES. Des jeux NES, c'est quelques MO par jeu, voire quelques dizaines, et encore, je sais pas. Super NES, oui, mais NES, je sais pas, à vérifier. Alors que des jeux PlayStation, c'est plusieurs centaines de MO par jeu, en fait. Puisque le CD allait jusqu'à, on va dire, 600, 650 MO, quoi, à peu près. Bon, c'est rare que ça dépasse ce truc-là, hein, mais bon. En tout, si t'as 20 jeux qui font en moyenne, je sais pas, 500 MO, ça fait déjà pas mal de gigas derrière, quoi. Ça fait 10 gigas. Donc ça fait beaucoup plus de mémoire
intégré à la console, donc forcément tu le ressens aussi dans le prix de vente en fait. C'est là surtout que je voulais en venir en fait à la base. Donc du coup, quand tu penses à tout ça, les 100 €, tu te dis, c'est pas si cher que ça. Bon, j'aurais peut-être pas dit non pour un 90-80 €, mais après, voilà, ça reste relativement raisonnable. Après, bien entendu, évidemment que c'est du fric facile de revendre des jeux qui sont sortis à plus de 20 piges. Ça, on est bien d'accord, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est propre à toute cette mode de console mini, etc. Enfin, c'est pas propre à Sony comme ça, quoi. Donc voilà, donc du coup, ils ont annoncé les 5 jeux qu'il allait y avoir déjà dessus, et les 15 autres, ils vont les annoncer plus tard. Et je me suis dit que ça serait pas mal du coup faire une petite liste des jeux que j'aimerais avoir sur cette console. Bon, personnellement, je vous cache pas, j'ai pas particulièrement pour objectif d'acheter cette console. Après, je dis pas, ça se trouve dans 5-6 ans, si je tombe sur cette console-là d'occasion à 20-30 €, pourquoi pas, enfin ça fait toujours plaisir, c'est le petit goodies de collectionneur, on va dire, c'est un petit peu la nostalgie, tout ça. Mais bon, voilà, moi j'ai les consoles d'origine, c'est pas dans mes habitudes de revendre les jeux et tout, donc j'ai toujours mes jeux en boîte, donc c'est pas trop un problème, mais bon, c'est vrai que, voilà, comme pour se promener avec chez n'importe qui, tu branches en HDMI en 2 secondes, c'est torché, t'as pas besoin de ramener toutes tes boîtes de jeux et tout. Bref, ça peut être un moyen en tout cas, enfin... J'ai pas prévu de l'acheter en tout cas sur le court terme, mais peut-être que sur le long terme, on ne sait jamais. Donc voilà. Donc du coup, les 5 jeux qui ont été annoncés, donc je vous ai dit Final Fantasy VII, il y a Tekken 3, donc que je vous avais fait en live d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, vous avez peut-être assisté à ce live-là. Donc qui est très très bien, moi je dis pas non pour Tekken 3, même FF7 c'est très bien aussi. Ridge Racer Type 4, donc jeu de bagnole orienté arcade, donc qui est pas mal non plus celui-là. Jumping Flash que je connais absolument pas, apparemment c'est un jeu qui est sorti au tout début de la console, mais de nom ça me dit rien du tout, donc faudrait que je check de mon côté. Et le dernier c'est Wild Arms, alors ça je connais un petit peu vite fait, c'est un peu western le truc, mais plus ou moins RPG je crois, orienté western, je crois, hein. Mais il me semble que c'est un truc comme ça. Et du coup il reste qu'un jeu, et qu'est-ce que ça serait ces 15 jeux? Alors du coup je me suis fait une petite liste, alors je suis parti du principe que on mettrait pas forcément plusieurs... J'ai marqué quoi là? Ah oui, j'ai cru que j'allais faire un doublon. Je suis parti du principe que vu qu'il y a que 20 jeux, bon déjà vous doutez bien que vous pouvez pas mettre les 20... Enfin c'est difficile de faire un tri déjà, enfin il y a plus que 20 jeux qui valent le coup, qui pourraient être dans cette PlayStation Mini, hein, qu'on soit tous d'accord là-dessus. Je pense que vous ne direz pas le contraire. Mais du coup, moi je suis parti du principe de faire un jeu par licence en fait. Parce que si tu commences à dire par exemple, bah moi sur ma PlayStation Mini je veux Resident Evil 1, 2, 3, bah déjà tu prends 3 slots pour une série de jeux. Et du coup, bah ça fait 2 slots en moins pour d'autres jeux en fait. Donc voilà, moi je suis plus parti dans l'idée de faire un jeu par licence. Donc du coup, le premier, j'ai pensé à Gran Turismo. Pour moi, c'est un indispensable. C'est l'un des jeux les plus vendus de la console. Hein, je pense plus à Gran Turismo 2, puisque eux, ils ont choisi Tekken 3 par exemple, alors qu'ils auraient pu mettre le 1 ou le 2. Ils ont pris le 3, donc je me dis que Gran Turismo 2, ça serait mieux, parce que c'est le plus complet, parce que Gran Turismo 1 aurait été quand même pas mal, mais par rapport au 2, il y a un sacré écart, quoi. Le 2, il est vraiment extrêmement complet, il y a beaucoup plus de bagnoles, beaucoup plus de circuits. Et puis vu que t'avais les deux CD, t'avais le mode arcade et le mode GT mode, il l'appelait, bah t'as tout ce qui est mode carrière d'un côté, le mode arcade, et du coup c'est beaucoup plus... Si t'as envie de te faire une partie vite fait sans te faire chier à faire le mode GT, où il faut passer les permis, faire chaque course une à une, bah t'as le mode arcade quoi. Donc je préfère largement qu'ils choisissent celui-là que le premier en tout cas, pour ma part. Ensuite évidemment Resident Evil. Alors choisir entre le 1, le 2 et le 3, moi personnellement je choisirais le 1, tout simplement parce que c'est l'épisode fondateur, j'ai envie de dire, sur la série, et tout le reste c'est basé là-dessus de toute façon à la base, donc ça serait un peu con d'en choisir un autre. Et puis là on n'est pas dans un système de jeu de voiture ou jeu de combat où t'as, je sais pas, plus de personnages à incarner ou plus de voitures à jouer. À Resident Evil, voilà, les 3 je les trouve complets, même si j'ai une préférence quand même pour le 2. Mais pour moi, je trouve que le 1, voilà, c'est lui qui a posé les bases, qui a vraiment marqué les gens, entre guillemets, pour la création de cette licence-là. Donc je mettrais le premier, personnellement. Après, la version Director's Cut, tant qu'à faire. Comme ça, t'as le mode normal, et après, t'as le mode arrangé, etc.
Ensuite, je pense à Spyro, évidemment. Pour moi, c'est un indispensable aussi. Là, pareil, j'ai pas mis de chiffre, mais après, je serais bien chaud pour mettre le 3. Mais si je repars du principe, un petit peu comme à Resident Evil, c'est-à-dire le premier déjà qui a marqué, pour qu'il y ait des suites, bah, je mettrai le Spyro 1, quoi. Ensuite, bah, il y a Crash Bandicoot, pareil. Je mettrai le premier, forcément... indispensable aussi à la console, quoi, c'est ce qui a marqué la PlayStation. De toute façon, la plupart des jeux là que je dis, enfin même si j'en avais mis d'autres, ils ont tous marqué la Play, mais là je trouve que ça fait partie des plus marquants, en tout cas que ça soit en termes de mes souvenirs et de mon entourage, à quoi ils jouaient ou à quoi enfin quel jeu ils parlaient à cette époque-là, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, Silent Hill, pareil, indispensable, comme ça fait 2 jeux d'aventure horreur pour la Play, c'est déjà bien. J'aurais pu mettre Dino Crisis par exemple, mais je la trouve moins emblématique cette série parce que, on va pas se mentir, en fait, il y a eu surtout les 2 qui ont fonctionné sur PlayStation, le 3 ça a été un four total, il est sorti que sur Xbox, première du nom je crois. Même déjà le 2, il y en a beaucoup qui rageaient parce que ça avait pris quand même une directive très différente du premier. Donc en vrai, voilà, c'est une licence qui est un petit peu morte, quoi. Enfin, il n'y a pas eu de suite. Que les autres épisodes auparavant, tout ce qui est Crash Bandicoot, tout ça, bah là, ils font des versions remasterisées, entre guillemets. Enfin, pour moi, si j'appelle ça des remakes à ce stade-là, mais bon. Donc voilà, du coup, si tu te dis, ah ouais, à quoi ça ressemble à l'époque, bah au moins tu les as sur la PlayStation classique, quoi. Que franchement, Dino Crisis, si un jour ils en ressortent un... je l'aurais pas vu venir en vrai, hein, on va pas se mentir. Et donc ensuite, pour le 6ème jeu, bah, je pense à Wipeout, pareil, jeu de vaisseau, arcade, course arcade, gros classique de la PlayStation aussi, hein, les Wipeout. Il y en a eu aussi sur PS2, sur PSP. Moi j'ai surtout connu la série via la PSP, hein, je vous cache pas qu'à l'époque je connaissais que 2 noms à peine. Et après j'ai découvert du coup qu'il y en avait eu sur PC, après sur PlayStation et tout. Donc là pareil, il y a eu plusieurs Wipeout sur PlayStation, il y en a eu 2 je crois. Le Wipeout normal et l'autre c'est 2097 je crois, un truc comme ça. Enfin il me semble que c'est ça. Donc là pareil, dans l'idéal je prendrais celui qui a le plus de circuits, plus de véhicules. Ça serait logique, donc si c'est le deuxième 2097, bah, je prendrais celui-là. Bon, en tout cas au moins un Wipeout. Ensuite, tout ce qui est platformer 2D, forcément on va y passer, parce qu'il y en a eu des classiques. Sur la PlayStation, je pense à Rayman. Donc moi pareil, Rayman j'y avais joué à l'époque, et c'est vrai que c'est un jeu qui m'a aussi beaucoup marqué, qui a eu beaucoup de succès, puisqu'ils ont relancé la série il y a quelques années maintenant. Il y a eu Rayman Legend et Origin, je crois, il me semble que c'était les noms, si je dis pas de conneries. Enfin, il y a au moins Legend, je crois. Et du coup, ouais, c'est une série emblématique de la PlayStation, quoi, donc forcément, il faut le mettre, quoi. J'avais même joué à la version où tu pouvais apprendre l'anglais avec Rayman. Je sais pas si on a déjà entendu en parler de celle-là. Et genre, par exemple, il y avait des choix à faire à certains moments où t'avais, je sais plus, c'était un bout de phrase, il fallait choisir le bon mot. Et je me rappelle, c'est assez lointain les souvenirs, mais je me rappelle, il y avait des espèces de nuages où tu devais sauter sur le bon, et sur chaque nuage, il y avait un terme anglais. Donc du coup, il fallait tomber sur le bon terme, sinon bah tu perdais. Donc ça te permettait d'apprendre l'anglais, bon honnêtement, je ne cache pas, j'ai rien appris, je faisais tout au pif, enfin, à cette époque-là, je comprenais rien du tout. C'est juste que j'avançais, puis j'essayais de tomber sur le bon nuage pour éviter de me casser la gueule, et c'est comme ça que j'avançais dans le jeu. Mais c'était une bonne idée, je trouve, dans le concept de vouloir apprendre une langue à travers un jeu, bah c'est toujours pas mal, quoi, comme concept, donc même si ça n'a pas profité à moi, voilà, c'était pas mal. Ensuite, évidemment, le gros classique Metal Gear Solid. Ça, je vois pas comment... Enfin, si franchement, ils le foutent pas, celui-là, lol, quoi. Ça, c'est un petit peu... Dans un top 5 de jeux PlayStation, la plupart du temps, il est dedans, quoi. Enfin, c'est le gros classique. Je vous l'ai fait sur la chaîne en Walkthrough. Enfin, bon, je vous en ai suffisamment parlé de ce jeu-là, mais bon, voilà, quoi. C'est le précurseur de fou, il était super bien, quoi. Ensuite, évidemment, Tomb Raider. Indispensable aussi. Alors là, du coup, j'ai choisi Tomb Raider 1. Pareil, parce que bah, il a marqué à son époque. Mais après, évidemment, de cœur, bah, si vous avez suivi le dernier walkthrough en date, avec la révélation finale, de cœur, évidemment, j'aurais choisi le 4, donc la révélation finale, mais là, en tout cas, je partirais sur du 1. Ensuite, il y a un jeu... moi, j'ai joué un tout petit peu à ce jeu-là, mais je sais que
parmi vous, il y en a pas mal qui s'intéressent à cette série-là. C'est les Legacy of Kain, et en particulier le Soul River. Parce qu'en fait, moi, de ce que j'ai constaté personnellement, quand j'étais plus jeune, les gens qui en parlaient, on voyait tout dans les magazines et tout, c'était souvent Soul River qui était mis en avant, parce qu'il y a aussi Blue Domain, le premier, je crois, sur PlayStation. Mais moi, je voyais toujours le Soul River qui était en avant. J'ai vraiment l'impression que c'est le Soul River qui a le plus marché, et qui a le plus marqué, entre guillemets. Donc si je devais en mettre un, ouais, ça serait Soul River. Donc voilà pour le 10ème. Donc il en reste 5, suspense. Vous me direz dans les commentaires s'il y a des jeux que vous aimeriez avoir, ou si vous ferez différemment dans le concept. Peut-être que vous direz, bah non, moi je préfère avoir plusieurs jeux sous même licence, genre Final Fantasy 8 et 9 tant qu'à faire, parce que là ils ont déjà mis le 7. Donc n'hésitez pas, mais ça peut être marrant. Donc ensuite j'ai mis Medieval, forcément gros classique aussi, enfin... Pour moi c'est un indispensable de la PlayStation, donc le premier. Deuxième, je vois pas trop l'intérêt de le mettre, je préfère largement le premier. Ensuite, j'ai un petit peu hésité, il y a un moment, j'étais parti dans du... Alors, je sais plus c'était quoi, Suikoden, je crois, j'avais mis. Que j'ai jamais joué, mais je sais que c'est un jeu emblématique. Et je me suis dit, bon, allez, on va plus mettre on va dire ces choix-là par rapport à mon affect et à ce que je connais vraiment. Parce que sinon, si je commence à faire ça... Je pourrais mettre par exemple du Castlevania Symphony of the Night. Ça c'est un jeu qui est très emblématique aussi de la PlayStation. Mais personnellement j'ai jamais joué. Bon, j'ai quand même vu des visuels et tout. Mais ça m'a jamais intéressé en fait la série Castlevania. Quoique sur PS3 il y en a qui étaient sympas, je sais plus comment ils s'appelaient. C'était fait par un studio espagnol je crois de mémoire. Bon, je me rappelle plus des noms. Et c'est vrai que ça a donné un petit peu envie là, mais ça m'a jamais boxé cette série, alors que bon, elle date de plusieurs décennies, hein, ça reste une très vieille série de jeux vidéo. Donc voilà, moi personnellement, je me suis dit, bah vu que j'ai mis des jeux de bagnole, enfin il y avait déjà Ridge Racer Type 4 de base, que j'ai pas choisi, j'ai mis Gran Turismo 2, je me dis, ça serait con quand même qu'il n'y ait pas de jeu de moto. Et donc j'ai pensé forcément à Moto Racer. Pareil, ça c'est un gros classique. Et là, vu que c'est un jeu de de moto, pardon, et qu'il n'y a pas d'histoire et compagnie, personnellement, je choisirais le 3 du coup, qui serait Moto Racer World Tour, qui pour moi est le plus complet. Il y a tellement de modes de jeu, il y a le mode freestyle, le mode dragster, le mode trafic, où tu roules sur une autoroute, du coup tu dois esquiver des bagnoles et tout. Enfin, tout ça c'est nickel quoi, t'as les motocross, motos de course. Enfin, moi, Moto Racer World Tour, je crois que je vous ai jamais fait. Enfin, je crois pas avoir fait de live dessus. Mais un de ces quatre, faudrait que je fasse un live dessus. Enfin, c'est l'un de mes jeux de moto préférés, quoi. Donc voilà. Ensuite, forcément, c'est un jeu que personnellement, j'accroche pas trop. Mais je sais que lui, pour le coup, il a aussi très bien marché sur la PlayStation. C'est Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Ou d'Abby, je sais pas comment vous le dites. Il y en a qui disent Abby, mais techniquement, même si en anglais, tu dis Abe. Enfin, je pense. Mais bon... Ce n'est qu'un détail, mais ça c'est pareil, c'est un jeu qui a grave marché, donc je me dis que ça sera un indispensable aussi de le mettre dedans. Ensuite je me suis dit du coup, bon bah là on a fait du platformer 2D avec Oddworld et Rayman. Je me suis dit que ça serait bien du coup de changer un peu de style de jeu et de mettre du FPS. Parce que là j'ai rien mis dans tout ce qui est shooter pour l'instant, enfin je crois pas. Après il y a tout ce qui est Resident Evil et tout, mais bon c'est très particulier, c'est plus du jeu d'aventure quoi. Donc en shooter, bah, j'ai pensé à Medal of Honor. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pareil, c'est le début d'une grosse série qui malheureusement ces dernières années, elle est un petit peu décédée. Je sais plus le dernier épisode depuis quand il date. Ils avaient refoutu un Medal of Honor qui avait assez marché pour qu'il y ait un autre, et le dernier c'était Warfighter, je crois le nom. Bah, ça a dû complètement flopper. Je crois qu'il était mal fini, il me semble qu'il était buggé et tout. Mais du coup depuis c'est mort total, alors qu'à l'époque bah, c'était quand même une grosse série hein, sur PS2 et tout, même sur PSP les Heroes, moi j'avais joué à Heroes 1 en multijoueur et tout, il y avait beaucoup de hackers d'ailleurs sur PSP, on va pas se mentir, mais franchement c'était un shooter, bah, c'est un jeu de guerre de la Seconde Guerre mondiale quoi, donc c'était super cool, c'était vraiment l'époque, il y avait beaucoup de jeux sur la Seconde Guerre mondiale. Maintenant ils sont un peu calmés, même si ça revient un petit peu à la mode là avec bah, il y a eu Call of Duty World War 2 il y a... Bah, ça remonte à 1 an je crois maintenant. Ou peut-être 2 ans, je sais plus. Entre deux peut-être. Mais ouais c'est un classique aussi quoi. Et c'est vraiment dommage d'ailleurs en particulier qu'ils en ressortent pas des Medal of Honor, parce que c'est vrai que du coup, vu ce qui reste en shooter maintenant c'est soit Call of, soit Battlefield en fait.
Il n'y a plus trop de concurrence de ce côté-là. Donc t'as toujours soit le truc très orienté, enfin pas forcément arcade, mais très, ouais, c'est un petit peu quand même, hein, dans du Call of, c'est pas trop réaliste non plus. Mais du coup, ouais, c'est très arcade, très bourrin, du côté de Call of. Ou sinon t'as l'autre où c'est que des grosses maps immenses, enfin que des grosses maps, t'as des maps plus restreintes, mais voilà, c'est que des maps immenses, un gameplay qui est un peu plus lourd quand même, pas mal de véhicules et tout, mais t'as pas l'entre-deux, ou un truc qui se concentrait vraiment plus sur l'histoire, sans faire des caisses. Et je trouve que Medal of Honor, à cette époque-là, c'était le bon compromis, entre guillemets, avant que Call of, du coup, débarque sur PS2, et que, on sait ce que c'est devenu après, hein. C'est un petit peu ce qui a aussi popularisé YouTube à une certaine époque. Et du coup, le dernier jeu, le 20e, j'ai choisi Klonoa, parce que pareil, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais petit. J'en ai des très bons souvenirs. Ils avaient refait un remake sur Wii que je vous avais montré, je crois, dans une vidéo. Je sais plus si c'était une vidéo pourquoi. C'était pas une bisactu à cette époque-là. Peut-être pour la spéciale 100 000 ou un truc comme ça. Et j'avais mis plusieurs extraits de gameplay de différents jeux, dont Klonoa, il me semble, de mémoire. Et c'est vrai que ouais, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc je trouve que ça serait vraiment cool qu'ils le mettent. Surtout que ça, c'est pareil, c'est une licence qui est un petit peu disparue. Ils avaient fait le remake du coup sur Wii. Après, bon, il y a le 2 qui était sorti avant le remake, il était sorti sur PS2, au début des années 2000, je crois. Mais après, je sais pas, il y a peut-être eu plus que 2 jeux, sans compter le remake, parce que sinon ça ferait 3. Mais depuis, ouais, il y en a plus trop de ces jeux-là. Alors que ça, c'est des jeux qui sont axés très grand public, si vous voulez, quoi. C'est pour... tu peux commencer ça, t'as 5-6 piges, tu peux commencer à jouer à ce genre de jeu, quoi. C'est pas des jeux violents, quoi. C'est l'équivalent des Mario, des choses comme ça sur PlayStation, quoi. Donc ouais, c'est dommage qu'il n'y en ait pas d'autres, parce que mine de rien, ça permettrait en même temps à la PlayStation d'avoir plus de jeux destinés, on va dire, au jeune public, en fait. Parce que quand on regarde bien, mine de rien, toutes les grosses exclus qui sortent, c'est des jeux PEGI 18, quoi. C'est des jeux ultra violents, c'est pas du tout adapté pour le jeune public. Donc du coup, ça se coupe un petit peu une certaine clientèle, alors que quelque part, c'est un peu con, parce que si on réfléchit bien, quand tu grandis avec une licence, enfin avec des licences ou une console, après t'as la nostalgie derrière. Donc du coup, des fois, t'aimes bien rester chez les mêmes constructeurs. Donc par exemple, ceux qui ont grandi avec Nintendo, aujourd'hui, Nintendo, ça les fait toujours kiffer, donc ils achètent toujours des jeux Nintendo. Donc si PlayStation ne marche pas comme ça, moi je sais pas ce que ça va devenir, mais en vrai, dans 5 ou 10 ans, ça se trouve, ils vont se faire manger par les autres parce qu'ils ont pas réfléchi à ce truc-là, parce que mine de rien, quand t'es gamin, t'as beaucoup de temps libre, donc forcément t'es plus apte à jouer à pas mal de jeux vidéo, alors que quand t'es adulte, forcément t'as autre chose à foutre de ta vie, quoi, donc t'as beaucoup moins de temps accordé à ça, ce qui veut pas dire que t'en achètes plus, mais généralement c'est vrai qu'il y a une grosse part des adultes qui arrêtent soit de jouer, soit qui jouent beaucoup moins et qui achètent plus que 2-3 jeux par an, et c'est déjà pas mal, quoi. Donc ouais, c'est une drôle de stratégie de la part de Sony, n'empêche quand on y pense à ça, mais voilà, en tout cas je pense que j'ai fait un bon petit... une bonne petite sélection de 15 jeux, donc comme je vous dis, n'hésitez pas à proposer la vôtre, ou à me dire ce que vous pensez de la mienne en tout cas. Mais je trouvais ça sympa de me dire, tiens, pourquoi pas profiter de cette vidéo là, parce qu'il y a un moment je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo dédiée à la PlayStation classique. Puis je me suis dit, ouais mais bon, si je commence à faire des vidéos pour une news à chaque fois, on va pas s'en sortir, quoi. Le but c'est en faire de temps en temps, mais c'est pas non plus traiter de l'actualité constamment. Donc je me suis dit je vais le faire dans cette vidéo là. Et je me suis dit ouais, ça serait pas mal de proposer cette petite liste de jeux comme ça. Donc voilà, et puis on ne sait jamais par la suite s'ils sortent une PS2 classique, enfin déjà on verra si celle-là elle marche. Ou d'autres consoles, j'en sais rien, moi la GameCube classique ou la Dreamcast, ça pourrait être intéressant de reparler de ce genre de truc, quoi. Donc voilà, en tout cas, voilà ce qui est de ce TGS. Donc dans l'ensemble, c'était un bon TGS, pas extraordinaire, on va pas se mentir. Mais comme je disais déjà à l'E3 et que j'ai redit au début de cette vidéo-là, ça en perd au fur et à mesure des années. Donc en vrai, je m'attends pas à un jour où que ça reprenne le dessus de l'E3. Parce que maintenant, l'E3 c'est vraiment plus orienté international, alors que Tokyo Game Show c'est plus des jeux... pour le Japon souvent,
voire bon, il y en a certains qui sortent quand même ailleurs, hein, mais souvent ouais, c'est plus dédié au public japonais, donc j'ai l'impression que ça restera comme ça. Donc on n'aura plus la grande époque, je dirais 15-20 ans en arrière, où t'avais des annonces de fous furieux au Tokyo Game Show. C'est une époque qui révolue, je pense. Mais en tout cas, ça reste un bon TGS cette année, il y avait quand même beaucoup de choses. Il y a eu tout ce qui est démo jouable de Devil May Cry 5, de Resident Evil 2, donc tous les fans de ces licences-là, forcément étaient au rendez-vous. Et c'est vrai que Capcom, du coup, cette année, avait quand même pas mal misé là-dessus. On a vu au niveau des stands, ils avaient fait quand même des trucs sympas, ils avaient essayé de reconstituer un petit peu l'entrée du commissariat. Et puis il y avait une figurine de... comment ça s'appelle? Enfin une figurine, du coup, c'était une statue, parce que c'était à échelle humaine, de... comment il s'appelle déjà? Pas Dante, mais... Merde, j'ai plus son nom. L'autre, là. Ah putain, c'est qui a les cheveux courts et blancs, là. Mais, je me rappelle plus. Enfin, l'autre, Nero, voilà. De Devil May Cry 5. Donc du coup, ils ont quand même fait ça bien. Mais voilà, après, les autres trucs... Enfin, ils font moins de déco d'année en année, quoi. C'est plus des stands plus classiques, plus épurés, entre guillemets, quoi. Mais ça restait un TGS, quand même, qui était assez sympa à suivre, donc... je sais pas ce que vous en avez pensé aussi de ce côté-là, n'hésitez pas à faire vos retours. Et puis du coup, voilà, c'est maintenant que ça s'achève, cette Select News qui a quand même duré 40 minutes, avec tout ce que j'ai dit, même s'il n'y avait pas beaucoup de titres à citer, mais voilà, ça a pris du temps. Donc n'hésitez pas à commenter, puis on se dit à la prochaine, du coup, pour la suite de Uncharted Golden Abyss, et bientôt l'Abyss Actu. Allez, à plus!